pour moi, si on break ce lot ici, tu vois, sur l'SP500, on break ce lot, c'est fini, tu vois. Alors pour moi, on va corriger clairement, quel que soit l'argument qu'on peut me sortir. Avec tous les risques inflationnistes qu'on a dans le monde, c'est totalement logique de voir un AUD qui est soutenu de par le fait que c'est l'économie la plus hawkish. Donc, si j'avais dit cette target là, bah, j'aurais juste trail et je me serais fait trail ici. Donc pourquoi justement j'ai élargi mon TP avant le week-end? Parce qu'il faut savoir que j'ai refait les stats, les gars. J'ai refait les stats et je vais me mettre à jour sur quelque chose de très important parce que vous savez que lors de ce bulletin public, le but c'est d'être transparent au maximum sur mon avancée en trading. Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la nouvelle vidéo de ce bulletin public. Aujourd'hui, on va revenir sur les performances que j'ai pu réaliser la semaine dernière. Mais pour ce bulletin public, ça va être plutôt une vidéo où on va parler du management que j'ai eu. Parce qu'il faut savoir qu'on a été, on est toujours sur des trades comme AUD-CHF et NZD-USD. Comme vous vous souvenez, dans le dernier bulletin public, on avait hedgé nos positions et on va voir justement comment ça s'est passé durant la semaine dernière. Donc, pour rappel concernant NZD-USD et AUD-CHF, il faut savoir que je vais vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé, ok, comment se sont passées mes positions de short NZD-USD et d'achat AUD-CHF à travers de ce menu public. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et de lâcher un commentaire si cette vidéo vous plaît ou qu'est-ce que vous voudriez voir comme d'autres vidéos. Alors, concernant du coup OCHF, il faut savoir que juste après le bulletin public numéro 5, ok, donc on est au bulletin public numéro 6, ce qui s'est passé c'est que c'était vraiment une gestion de risque, ok. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que comme vous savez la semaine dernière il y avait la rencontre entre Trump et le président chinois. Donc ce que j'ai fait c'est que par exemple sur OCHF, j'ai dû trail mes stops, ok, pour réduire mes risques concernant cet événement-là. Et pareil sur NZD-USD où j'ai vraiment beaucoup plus trail agressivement mes trades. Ok, donc j'ai vraiment réduit mes expositions sur mes edges pour ne pas justement m'exposer trop à cet événement. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer durant la rencontre entre Trump et le président chinois. Est-ce que ça va déraper? Est-ce que ça va bien se passer? Donc c'est vraiment quelque chose que j'appréhendais beaucoup et c'est pour ça que j'ai réduit mes risques globaux sur mon edge. Ok, donc en gros, pour vous la faire simple, je suis passé d'un risque de 0,7, 0,8 R en tout à un risque du coup actuellement, enfin en tout cas à ce moment-là de 0,6 R. Donc c'était très intéressant de faire ça pour au moins enlever un petit peu de risque concernant ce edge-là. Ensuite, ce qui s'est passé, je vais vous montrer directement ici, hein, simplement, c'est que on a eu, alors je crois que c'était le jour d'après, on a eu les chiffres du PPI américain qui ont surpris vraiment beaucoup à la hausse. On voit que l'inflation est vraiment présente côté producteur et que vraiment il y a un gros risque que ça se répercute sur les prix. Et ce qu'on voit, hein, c'est clairement l'impact en fait de la guerre du Moyen-Orient. Et on a vu du coup, hop, juste ici, haute CHF ici, qui était toujours en train de bien évoluer de mon côté. Donc pas à cause des chiffres américains, hein, mais juste du fait que l'AUD délivre des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. C'est même les taux d'intérêt les plus intéressants, les plus élevés actuellement. Je pourrais vous montrer ça, pourquoi pas tout à l'heure. En tout cas, ce que je sais, enfin en tout cas ce qu'on sait, c'est que les chiffres du PPI ont explosé. Personnellement, j'ai pu trail mes stops juste ici, donc en dessous de ce low juste ici. Et ensuite, ce qui s'est passé, hop, je vais vous montrer ici, c'est que on a vu un retracement sur HotCHF qui m'a permis de faire un add-in parce que je considérais que la situation au Moyen-Orient était plus ou moins contrôlée et on devrait pas avoir forcément des risques de tensions géopolitiques en plus. Pour moi, ça s'est déjà vu durant les 2 dernières semaines entre l'Iran et les États-Unis. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les deux parties maintenant de se relancer encore dans une guerre. Donc je vais vous montrer justement comment ça s'est passé. Voilà, ici, comme vous voyez, voilà, on a fait notre retracement sur HotCHF, j'ai pu Adin, j'ai trail du coup. Alors, du coup, le premier trade, comme vous voyez ici, c'est ce premier trade juste ici, le SL a été trail et le deuxième Adin, donc le Adin que j'ai fait, le SL, je l'ai mis plus large parce que je voulais quand même rester dans un trade comme AUD-CHF où les taux d'intérêt, hop, je vais vous montrer juste ici, c'est pour ça que j'ai relancé TradingView. Hop, comme vous le voyez ici, les taux d'intérêt
de l'Australie ici, donc AU, INTR est à 4,1%. Ok, donc c'est les taux d'intérêt en Australie, alors que en Suisse, les taux d'intérêt sont à 0%. Donc avec tous les risques inflationnistes qu'on a dans le monde, c'est totalement logique de voir un AUD qui est soutenu de par le fait que c'est l'économie la plus hawkish, donc ça veut dire que c'est une économie qui a tendance à vouloir maintenir ou rehausser ses taux d'intérêt. Donc de par justement cette vision-là, cette vision également par rapport au risque géopolitique qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que ben, tout est en train de se calmer. Également, vous allez le voir après, hein, le SP qui continue à faire des ATH, malgré les risques inflationnistes qui pour moi restent dangereux, bien sûr, comme je le disais depuis 3-4 vidéos. Mais le marché est très résilient et semble du coup regarder dans une autre direction qui est actuellement l'IA, ce qui fait que ça me confortait dans cette idée de rester avec le flux du mouvement et de potentiellement rajouter à Adyen, surtout que c'était juste après la conférence, enfin la rencontre entre Trump et le président chinois. Donc pour moi, il n'y avait pas trop de risque que ce soit un trade qui soit perdant. Donc ensuite, tac tac tac, donc on a eu aussi également une petite intervention de la biologie, hein. Ici, il y a la biologie qui continue d'intervenir sur les marchés. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement. Mais sur le yen japonais, hop, on a vraiment on a eu plusieurs fois des petites interventions ponctuelles sur un niveau que j'ai marqué, hop, qui était juste ici. Donc on a eu ici la première grosse intervention où vous vous souvenez dans ma l'ancienne vidéo qui s'appelait pourquoi l'analyse fondamentale est importante. Et j'ai pu choper ce mouvement d'achat du yen et me faire du coup 4 heures sur des comptes Profirm. Ensuite, on a eu, comme vous voyez ici, hop, je vais vous montrer ici, des interventions temporaires de la biologie. Hop, voilà, des niveaux, voilà. En fait, tous les petits spikes que vous voyez, c'est clairement la biologie qui essaye de faire tenir artificiellement pardon, le prix du yen. Sauf qu'évidemment, ça ne pourra pas tenir. Et en fait, pourquoi ça ne pourra pas tenir? Parce que l'USD reste très fort. Il y a une grosse inflation aux États-Unis, côté producteur et côté également consommateur qui commence à se refaire ressentir tout simplement. Et puis, ça se voit notamment sur tac tac tac, hop, USD yen, où vous vous rappelez dans la vidéo justement où je parlais de pourquoi l'analyse fondamentale c'est très important, et je voulais potentiellement rentrer sur une position sur USD GPY. Pour l'instant, c'est ce que vous voyez là, c'est pas l'entrée que je ferai, c'est plus une idée globale de où je veux rentrer. Mais en réalité, ça dépendra vraiment du prix, du contexte, etc. Mais au moins, vous avez un update par rapport à la dernière fois où vous avez dit que je voyais bien USD Yen remonter vers ces niveaux-là et en fait rechuter tout simplement parce que ça commence à être les niveaux d'intervention à partir des 160. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'était plus au niveau de mon edge où là justement, après avoir add-in sur USDCHF, j'ai pu donc j'étais prêt en fait à trade mes stops dès qu'on allait break en fait ce support qui anciennement était une résistance que j'avais marqué. D'ailleurs, je peux vous le montrer très très rapidement. Mais hop, tac, voilà, juste ici, on avait cette zone, enfin on avait ce mouvement de prix ici. C'était, vous voyez ici, une résistance qui pouvait potentiellement devenir support. Et c'est là où j'ai pu commencer, vous voyez ici, à trail mes stops. Dans tout le cas, on va le voir juste après, les gars. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé maintenant AUD, AUD-CHF, comparé au SP500. Il faut savoir que l'AUD, comme je le dis, est très corrélé au SP500. Donc, le voir décorrélé sur le SP500, ça comment dire, m'avantageait de add-in et de garder justement ce trade là. Et donc, on pouvait le voir, hein, à chaque fois qu'on a le SP qui baisse, on a également l'AUD qui baisse. Bon, ici c'est AUD CHF, mais ça revient un petit peu au même. Et puis, dès qu'on voit le SP remonter, l'AUD suit également. Donc, c'est pour cela que j'ai également pris ce trade par rapport à cette confluence au niveau du SP500. Qu'est-ce qu'on avait également? Alors, j'avais aussi cut une position du coup sur NZD USD. Ok, donc on avait une chute sur NZD USD. Alors, je ne sais plus exactement par quoi elle a été causée, mais je sais qu'en tout cas, il y a eu une chute sur NZD USD. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. Comme vous voyez ici, j'ai sorti 33% de mes profits. Donc, j'ai pas sorti un profit entier parce que ça servait à rien. Et surtout, j'avais pas d'autres points de trade. C'est-à-dire que, imaginez-vous, je me réveille, je vois que NZD-USD, on a chuté, on a bien break ma zone, on a break également cette trendline haussière. Je cherche pas à comprendre, j'ai pas de point de trail
à part en low time frame, mais bon, ça restait pas intéressant. Je sors des profits et je trail mes stops tout simplement. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que hop, j'ai élargi également mon TP avant le week-end. Donc, il faut savoir que sur NZD-USD, j'avais une target qui a déjà été atteinte. Ok, donc il faut savoir que ma target, hop, tac, 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 si je me trompe pas, c'était ce niveau-là. Bon, elle n'a pas été vraiment atteinte, mais en gros, si j'avais laissé cette target-là, bah, j'aurais juste trail et je me serais fait trail bah, ici. Donc, pourquoi justement j'ai élargi mon TP avant le week-end? Parce que déjà, on a un fort momentum baissier sur NZD-USD. Deuxièmement, on est arrivé durant le week-end, donc on sait que l'Iran et les États-Unis aiment bien rajouter les tensions et potentiellement voir une escalade qui pouvait arriver ce week-end. Et c'est surtout que voilà, j'avais pas envie qu'il y ait un gap et qu'on continue la baisse alors que voilà, je sais que je peux être là à l'ouverture des marchés à minuit. Donc je voulais vraiment rester dans le trade tout en maximisant mes gains, mais aussi en trailant bien évidemment mes stops, chose que j'ai faite, que vous allez voir beaucoup plus en détail juste après. Tac, tac, tac. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis également fait SL Trail sur OTCHF. Donc, c'est ma première position. Donc, comme vous voyez, en fait, mon SL était juste ici. Hein. Mon SL était juste ici. Et en fait, je me suis fait trail juste ici. Et au final, j'ai assez attendu avant de potentiellement reprendre une position sur OTCHF parce que j'étais toujours confiant sur mon idée sur OTCHF. Maintenant, je sais que par rapport à FXM, parce qu'il faut savoir que sur TradingView, bah, j'avais le graphique FXM, sauf que FXM, je savais pas, mais c'est complètement bullshit un peu leur graphique. Donc je suis allé sur Honda qui est beaucoup plus intéressant pour pouvoir même bien placer des trendlines, etc. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'avais toujours quand même ce edge qui tournait très bien sur OTCHF. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu vraiment de chance, on va dire, parce que en fait, si vous voulez, cette semaine, ça a vraiment été une semaine vraiment que de management. Donc, j'ai fait que manager mes positions, que manager mes trades. Donc, ce qui fait que j'ai dû à chaque fois trail mes stops, enlever 50% sur la table parce qu'il y avait des risques géopolitiques qui commençaient à pas aller dans mon sens. Et c'est surtout que sur AUDCHF, mon edge, au départ, j'avais quelque chose comme un R au départ. Ensuite, j'avais 0,5 R. Et ensuite, sur cette position, donc c'était sur la position Adin, parce qu'il faut savoir que j'avais la première position qui s'est fait trail, que je vous ai montré, l'Adin qui allait avec, qui s'est pas fait toucher, et ensuite j'ai refait un Adin, ok, beaucoup plus bas que vous voyez juste ici, mais du coup la position anciennement Adin, c'est du coup la position que j'ai fait juste ici, et comme tu vois, je peux pas me permettre, on va dire entre guillemets, d'avoir un point d'entrée ici, alors que le prix est ici, tu vois. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que c'était de cut 50% de mon add-in, ok, ici. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 0,5 R, je passais à 0,25 R sur cette position. J'ai encaissé du coup une petite perte en contrepartie. Mais ce que j'ai fait entre guillemets d'intelligent, c'est que du coup, j'ai refait un add-in à 0,25 R pour toujours rester globalement sur AEDCHF à 0,5 R. Mais du coup, ça fait que j'ai un point de trail, du coup, enfin un point d'entrée, pardon, qui est du coup ici en moyenne, tu vois. Parce que mon premier point d'entrée, il est ici, et mon deuxième, tu vois, il est ici, tu vois. Donc en gros, j'ai une moyenne de point d'entrée juste ici, ce qui fait qu'au final, ça reste intéressant d'avoir fait cette exécution parce que moi, je pensais qu'on n'allait pas break, on va dire, hop, alors attendez, tac, qu'on n'allait pas break ce niveau-là, d'où j'ai mis mes selles juste ici. Mais voilà, j'étais quand même prêt, si jamais qu'on met sur ces niveaux-là, à manager mes trades d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Mon idée, en tout cas, c'était que dans tous les cas, le SL ici, c'est vraiment pour sécuriser la position, parce que j'aurais pu, bien évidemment, avoir un trade plus serré, etc. Mais j'ai voulu vraiment jouer la sécurité. Et puis, c'est un trade que je vois pas à long terme, mais on va dire sur le moyen terme. Bah, je vois bien AUDCHF toujours remonter sur ce niveau qui en plus là on est sur le haut de la trendline daily, donc ça peut être très intéressant de jouer un trade comme ça. Donc ce qui s'est passé, tac tac tac, ah oui d'ailleurs du coup ça m'a permis également ce cut hein, de rééquilibrer mes risques vu qu'il y avait le week-end qui arrivait, comme je vous ai dit j'avais 25 R sur NZD/USD et 0,5 sur AUDCHF, et en cotant 50%, en fait ça rebalance mes risques pour ce week-end. Donc ça restait intéressant quand même de faire ça, sachant que j'ai élargi mon TP sur NZD/USD
Donc vous avez compris du coup pourquoi en fait je vous ai dit que c'était une semaine vraiment que de management, parce que tout simplement j'ai fait que trade, cut 50% de position. C'est vrai que j'ai quand même pris beaucoup de add-in, peut-être un peu trop rapidement, peut-être un peu trop confiant, mais du coup à la finalité vous allez voir à la fin, au niveau des stats, on a quand même été dans le bon. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai remis quand même 0,25% de volume quand j'ai vu qu'au final ça me donnait un meilleur average sur ma position et que dans tous les cas, je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir de tension en plus et que dans tous les cas, cette perte restait maîtrisée vu que dans tous les cas, j'ai élargi mon TP sur NZD-USD. Et ensuite, tac, 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 c'est là où ça va devenir très intéressant. Donc ce qui s'est passé, les gars, et vous l'avez de toute façon vu tout à l'heure, c'est que, tac, 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 on a eu une continuation de la chute, ok, de ce que vous avez vu du coup sur le Miro, ok. Donc qu'on a eu une continuation de cette chute sur un ZDUSD, chose que du coup, ce que j'ai décidé de faire au moment où en fait j'ai vu que le mouvement continuait, voyez, à partir à la baisse, et ben ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement en fait de trail mes stops. Donc au départ, j'avais mon SL pardon, trail juste ici, ok. Et ensuite, quand j'ai vu qu'on a bien rité ce niveau et qu'on est redescendu et qu'on a commencé à faire cette sorte de petite résistance en M15. Alors on la voit, je pense, un peu mieux en M15, en M5, pardon, mais vous voyez qu'en tout cas, on a une zone d'intérêt ici sur le prix. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon trail qui était ici, je l'ai redéplacé ici pour toujours en fait profiter de ces mouvements de prix. Et ce qui s'est passé, c'est que ensuite on commençait à aller dans des heures où je commençais à dormir. Donc ça veut dire qu'on a continué à break en plus une belle zone que j'avais marquée de support M5 et ensuite on a explosé à la hausse, ce qui fait que je me suis fait trade justement sur ces niveaux. Honnêtement, si j'aurais été devant les graphiques, j'aurais voulu bien trade mes SL sûrement sur ces niveaux-là ou sur ces niveaux-là. Donc pour l'expliquer du coup, c'est une position à 2R ici. J'ai fait du coup 2R. Le problème, c'est que c'est une position où j'avais 25% de risque. Donc, par rapport à mon risque global, donc qui est 1R, ça représente 0,3R. Donc, ce qui fait qu'on a quand même pu clôturer un trade edgé, qui est du coup NDUSD. Et en fait, il faut se dire que toutes les pertes que j'ai prises, les petites pertes sur OTCHF, NDUSD, etc., c'est pas des pertes, on va dire, qui remettent en cause mon trading ou quoi. Là, pour le coup, on était sur un edge. Le but d'un edge, c'est de vraiment sécuriser au maximum ses positions contre justement ce qu'on peut avoir comme incertitude au niveau du marché, que ce soit au niveau des news, de données économiques, etc. Parce qu'il y avait autant de chances. Enfin, en tout cas, vous savez très bien, en tout cas, je l'avais dit dans cette vidéo, il y avait quand même pas mal de risques d'une reprise du conflit, même si j'y croyais pas, ce qui fait que j'ai dû faire un hedge pour pouvoir manager en fonction de ce qui se passe dans le monde, et c'est pour ça que justement j'ai dû faire des cuts de 50%, surtout sur OTCHF où j'ai dû cut des positions, refaire des add-ins parce que la situation me semblait des fois favorable, des fois non, et en fait le but c'est pas de gagner énormément de R sur ce genre de trade là que j'ai fait sur OTCHF, NZD, USD, mais c'est de s'en sortir en positif à la fin, tu vois, c'est que même si à la fin je fais un R, ça rend très bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à OTCHF, je peux aller chercher jusqu'à 2% au total. Donc ça restait intéressant. C'est pour ça que je gardais OTCHF. Maintenant que j'ai plus de trade sur NZD-USD, je n'ai plus de hedge. Donc du coup, vous pouvez retenir ça, c'est que je n'ai plus de hedge sur la table. J'ai pris 0,3R sur NZD-USD. Maintenant, le but, c'est de manager OTCHF en toute tranquillité. Alors, faut savoir du coup, comme ça, je vais vous montrer où ça en est au niveau des statistiques. Faut savoir que j'ai refait les stats, les gars. J'ai refait les stats et je vais vous mettre à jour sur quelque chose de très important parce que vous savez que lors de ce bulletin public, le but c'est d'être transparent au maximum sur mon avancée en trading. Et je dois vous faire un update, c'est que du coup, finalement, j'ai compté le trade que j'ai fait sur USD Yen. Donc, vous savez, le trade à 4R que j'ai pu réaliser sur USD GPY. Donc, hop, je vais vous remontrer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur pourquoi l'analyse fondamentale c'est très intéressant. Mais j'ai pu prendre un trade littéralement sur ce niveau et prendre 4 R juste sur cette chute-là. Et je ne l'avais pas compté au départ parce qu'il a été fait sur d'autres comptes. Mais en fait, la vraie raison de pourquoi j'ai pas pu prendre de trade sur mon compte
sur mon compte justement challenge que je vous montre en milieu public, c'est parce que j'avais un compte à 10 000 que j'ai en prop firme, j'ai un compte à 85 000 et en fait je peux pas prendre non plus les 3 trades sur 3 comptes différents et les manager un par un, sachant que en plus de ça j'étais au restaurant au moment où je devais manager et j'avais déjà assez de mal avec 2 comptes. Donc au final je l'avais pas compté parce que pour moi ça avait pas d'intérêt de le, euh, de le compter alors que c'était pas le compte où j'ai pris, mais au final ça reviendrait au même parce que dans tous les cas, j'aurais bien voulu le prendre. C'est juste que je peux pas manager 3 comptes. Mis à part si j'ai un copieur, mais actuellement, vu que j'ai pas de vrai compte, c'est pas intéressant de copier un compte démon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui fait qu'au final, j'ai quand même compté le trade sur SD GPY qui m'a permis du coup de réviser mes stats d'avril à 2,5%, donc ce qui est du coup forcément une meilleure stat que 1%. Maintenant, ça change pas grand-chose parce que pour ce mois de mai, les gars, pour l'instant, on est dans le rouge encore, même si le trade sur OCHF, sur NZDUSD, pardon, nous a permis de se rembourser les 2 dernières pertes qui ont été exclusivement sur AUD et CHF. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu plus en détail grâce à Trader Waves, les gars, juste ici. Et du coup, OCHF, juste ici, vous voyez qu'on a 2 petites pertes juste ici. Ce qui fait que du coup, voilà, c'est les pertes que j'ai dû enchaîner par rapport à mon management de trade. Mais vous voyez que rien que le trade sur NZD-USD m'a permis de me rembourser le coût du hedging en fait. Et en fait, c'est pour ça que ce hedger et surtout manager ses positions, surtout quand tu es en hedging, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est pas fini parce qu'il y a possibilité que je me re-hedge, non pas sur NZD-USD, mais je vais vous montrer ma liste de la semaine. Mais j'ai d'autres paires en watchlist où j'aimerais bien manager mes positions. Mais le but maintenant ici, comme je vous l'ai dit, comme je vous le répète les gars, c'est de toujours, c'est que j'ai toujours cette vision haussière sur le marché, en tout cas sur OTCHF qui est très en retard par rapport à SP500. Hop, je peux vous le montrer juste ici. Tac. Hop, on va se mettre en 8 heures, ça va être beaucoup plus flagrant. Mais comme vous voyez, si en gros on devait suivre la corrélation du SP à l'AUD, on devrait être sur ce niveau-là sur OTCHF. Donc je reste confiant. C'est pas une science exacte, bien évidemment. Hein, faut pas non plus tout mélanger. Mais je trouve que ça reste des données assez pertinentes. D'ailleurs, je peux vous montrer euh, également sur le unweighted, justement, comment ça rend. Ok, sur OTCHF, tac, juste décaler l'écran 2 secondes. Donc, comme vous voyez à l'écran, les gars, c'est vraiment l'AUD de manière pure, donc sans les autres paires dessus. C'est vraiment la devise australienne pure. Et en fait, on voit que comparé au SP500, on voit qu'il y a un gros retard de l'AUD sur le SP500 qui sont historiquement corrélés, d'accord, qu'ils ont une forte corrélation ensemble. Donc c'est pour ça que je vous répète que voilà, le trading, c'est pas une science qui est exacte, mais c'est vraiment une histoire de management, d'interprétation, également de tout ce qui est au niveau fondamental, la compréhension fondamentale. Et actuellement, dans notre trading, actuellement en tout cas, on est en positif sur le Hadin, mais en fort négatif en tout cas sur la dernière position, même si en soi on est en train de remonter tranquillement. J'ai eu un fort drawdown qui est en train d'être remonté. Ce que j'aime bien ici sur la position AUDCHF, les gars, c'est que on est en train ici de break. On a break justement le dernier low high. Donc on est en train potentiellement de créer une nouvelle tendance haussière, sachant qu'on revient sur cette zone d'intérêt, etc. Donc pour moi, ça restait cohérent de laisser ce trade sur AUDCHF. Maintenant, en watchlist, les gars, parce que du coup, la vidéo elle est bientôt terminée en watchlist. Faut savoir que du coup, en watchlist, tac, 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 j'ai voilà, juste ici, j'ai 4 CHF. Alors, j'ai pas encore fait les analyses techniques sur toutes les paires parce que je suis passé sur Honda niveau lecture graphique et pas sur FXM. Du coup, j'ai plus tous les dessins. Mais en gros, je regarde 4 CHF parce que je cherche à vendre du CHF. Je regarde également NZD GPY pour un potentiel hedging. D'ailleurs, les gars, c'est une belle position que j'ai trouvée parce que, comme vous voyez ici en weekly sur NZD GPY, on a une potentielle forte trendline baissière weekly, ok, donc qui a commencé à se faire depuis le début d'année. Et surtout, on est sur des niveaux sur USD Yen où on peut avoir potentiellement une intervention de la BOJ. Sachant que moi, j'ai pas envie forcément de vendre du dollar parce que le dollar est très très fort, etc.
je préfère vendre une monnaie faible que ça fait, je pense, depuis le début de ma chaîne que je dis que personnellement, en tout cas, je vends du NZD parce que structurellement, il est faible. Et voir NZD GPY revenir sur des niveaux de résistance historique au niveau de trendline et de nouvelles résistances qu'on vient de créer juste ici, pour moi, c'est le genre de trade, tu vois, que bien sûr que je prendrai en hedging si je vois que la situation géopolitique commence à se détériorer. De plus, j'ai également eu potentiellement un œil sur GBP, GPY. Alors pourquoi le GBP? Parce que vous n'êtes pas censé savoir qu'au Royaume-Uni, on a des gros problèmes au niveau de la politique là-bas. Ok, il y a vraiment une sorte de conflit politique là-bas. Je pense que vous avez vu les images au niveau des manifestations, même au niveau du Premier ministre. Voilà, il y a plein de choses qui se passent au Royaume-Uni et surtout, les datas au Royaume-Uni font qu'ils sont dans un vraiment épisode fort de stagflation parce qu'ils sont vraiment beaucoup touchés par l'énergie. Donc je vois bien le GBP justement continuer cette tendance baissière qu'il a eu. Et en plus de ça, le fait d'acheter du yen, comme j'ai dit, par rapport à l'intervention de la BOJ qui, elle, va acheter du yen. Ça me conforte dans cette idée. Donc, je ne vais pas vous faire tout le topo, mais c'est pareil pour euro-yen. J'ai la même vision par rapport à l'euro, également comme le GBP. CAD yen, c'est plus une whitelist en plus, mais c'est pas forcément un trade que je vais prendre. Vraiment là, c'est vraiment trié par ordre d'importance, entre guillemets. Ensuite, Euro USD qui est magnifique. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas fait les nouvelles analyses techniques sur le nouveau graphique de Honda, mais j'ai fait des analyses techniques sur FXM. Maintenant, j'ai basculé parce que les graphiques, je trouve, sont un peu trop décorrélés de la réalité sur FXM. Mais voilà, au moins, je vous les remontre pour que vous ayez un aperçu. Mais j'ai de belles zones sur à peu près toutes les paires à chaque fois là. Donc là, le but, c'est vraiment d'attendre ces zones qu'elles se concrétisent et de voir en fonction de mes risques, est-ce que c'est pertinent de prendre ces positions ou pas, sachant que j'ai déjà, alors je vais vous montrer ça, mais j'ai déjà 6 positions pour le mois de mai, ce qui est vraiment beaucoup, je trouve. En tout cas, c'est des positions, il y a quand même 2-3 positions que j'aurais pu éviter quand même en termes de add-in, etc. Parce que ça a été vraiment beaucoup de management ce mois-là, comparé à avril où ça a été vraiment des trades qui sont concrétisés, d'accord. Ensuite, on a AUDNZD. Alors, AUDNZD, c'est pas vraiment un trade où mon but c'est de faire de l'argent, c'est plus pour pouvoir voir du coup l'évolution du dollar australien comparé au NZD, vu que c'est des économies qui sont très proches. Et ça me permettait en fait, durant mon edge, de voir justement la force du NZD comparée à celle de l'Australie. Enfin bon, non, du coup, c'est l'inverse, c'est la force de l'Australie par rapport à celle du ONZD et voir justement à des moments où je peux potentiellement retirer des positions et qu'on voyait, alors non, du coup, non, vous ne le voyez pas, mais hop, juste ici, sur FXM, voilà, on avait un niveau de résistance, trendline, etc. sur AUDNZD. C'est ce qui m'a permis d'être beaucoup plus agressif sur mon trail ici parce que en voyant AUDNZD venir sur euh, une trendline haussière qui devient potentiellement elle-même résistance, plus cette résistance qui vient d'être créée ici, vous comprenez maintenant pourquoi le trading, c'est pas juste on regarde un actif, on trade et c'est tout. Non, il faut vraiment regarder tout ce qu'on peut sur le marché pour avoir le plus de data possible sur le marché. Et le fait d'avoir fait justement ce choix-là de trade NZD-USD, ça a été bon parce qu'actuellement, on est vraiment en train de pump sur NZD-USD. Ça pourra me permettre potentiellement de prendre des positions à l'avenir sur NZD-USD ou sur une autre paire en NZD, comme le NZD GPY que je regarde attentivement. C'est la paire que je regarde le plus actuellement. Ensuite, USD GPY, du coup, je me suis un peu résigné parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je préfère prendre une vente sur le NZD plutôt que sur le USD en ce moment par rapport au contexte dans lequel on est, surtout que l'inflation aux États-Unis est en train vraiment d'exploser. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, le fait justement de vendre de l'USD, ça ne m'intéressait pas forcément. Donc là, mon but, c'est de vendre du NZD et d'acheter toujours du GPY dans l'idée que la BOJ, en regardant USD, GPY revenir sur les 160, sûrement du coup refaire une intervention, même si je pense qu'il y a moyen qu'elle le refasse pas, parce qu'elle a beaucoup été critiquée par, comment il s'appelle, le secrétaire au Trésor américain, là, Bessent, comme vous le connaissez tous, et par rapport que lui préférait que la BOJ remonte ses taux d'intérêt au lieu de faire des interventions sur les marchés, parce que du coup, ils sont obligés de vendre des obligations, parce que le Japon, il me semble, c'est ceux qui ont le plus d'obligations américaines. Et en fait, si tu vends des obligations, en fait, tu fais monter le rendement de cette obligation.
Et du coup, le coût de la dette aux États-Unis explose à cause justement de ces interventions du Japon, tout simplement. Donc ensuite, on a USDCHF également que j'ai en watchlist. Pareil, USDCHF, bon, c'est un peu chiant que j'ai pas fait que j'ai refait les analyses techniques, mais en gros, voilà, sur les fixed ce que j'avais, c'était ça en fait. En fait, je voyais qu'on était ici, l'USDCHF, faire quelque chose comme ça. Au final, on est plus revenu sur cette zone avant de repumper derrière. Et justement, là, en plus, on voit une magnifique, un magnifique price action sur NZD-CHF. Alors, il faut savoir qu'ici, j'ai pas pris de position. Hein, c'est juste visuellement pour moi de voir comment c'est possible de rentrer sur la position. Maintenant, pourquoi je ne suis pas entré sur SDCHF? C'est tout simplement parce que j'ai déjà un trade avec un add-in sur Hot CHF et le fait d'avoir potentiellement un R, donc 1% de risque sur le CHF, parce que certes, sur l'AUD, j'ai 0,5 R, mais si je rentre sur USD CHF, c'est pour mettre au moins 0,5%. Sauf que voilà, j'ai pas envie d'avoir 1% du capital vendu sur le CHF, parce que surtout avec le contexte géopolitique, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer et c'est beaucoup trop risqué du coup pour moi de m'exposer encore plus au CHF. Donc voilà. Et ensuite, la dernière paire que je voulais vendre, c'est le SP500. Il faut savoir que le SP500, ça fait depuis, tac tac tac, je vais vous montrer ça. Ouais, depuis fin avril, qu'on voyait fin avril, qu'on a cette trendline qui a tenu le SP500 et que le fait faire des ATH vraiment mais aberrant. Vraiment, le SP500, c'est complètement lunaire ce qu'on voit. Maintenant, là, comme tu le vois ici, c'est qu'on a eu une zone d'intérêt que j'ai marquée juste ici, où à partir de ce moment-là, je voulais vendre du SP500. Clairement, je voulais short le SP500 avec une sorte de trade juste ici, avec potentiellement soit un SL comme ça au-dessus avec une target vraiment longue. Donc ça serait vraiment un swing très gros, mais avec des add qui suivront bien évidemment derrière, parce que je suis pas là non plus pour être bénévole et avoir un trade qui me rapporte rien pendant ce temps-là. Mais sinon, j'avais potentiellement un trade beaucoup plus court-termiste aussi de ce style-là. Le seul problème, c'est que, comme tu le vois ici, on était vendredi. Donc autant te dire que voilà, c'était pas intelligent de laisser un trade le vendredi en sachant les risques géopolitiques qu'on pouvait avoir. Et comme tu le vois, le SP a quand même chuté sur ma zone d'intérêt ici. On est revenu sur une autre zone d'intérêt qui était une potentielle résistance qui devenait du coup un support, même si là on n'a pas eu la résistance, mais c'était une zone d'intérêt qui pour moi, on allait revenir sur cette zone-là. Donc c'est ce qu'on a fait. Tu vois, donc on était ici, tac tac tac. On a réagi ici, ici, encore ici, on a fait que rebondir ici, puis on a break, on est revenu, on a retest. Bref, c'est clairement une zone d'intérêt où on est aussi revenu, même si on l'a un peu cassé quand même ici, tu vois. On a quand même réussi, tu vois, à rester quand même au-dessus globalement de cette zone d'intérêt. Donc maintenant, si tu me poses la question, qu'est-ce que je vois? Moi, clairement, tac, 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 sur le SP, je vois, je vois quand même de la baisse. Pour moi, je pense que la moindre friction pourrait faire baisser le SP500. Maintenant, la tendance reste toujours haussière. Tu vois ici que on n'a pas non plus break cette zone-là. Pour moi, si on break ce lot ici, tu vois, sur le SP500, on break ce lot, c'est fini, tu vois. Alors pour moi, on va corriger clairement, quel que soit l'argument qu'on peut me sortir. Si on break les 7320, 323, le SP500, pour moi, voilà, on va aller corriger, revenir sur des niveaux beaucoup plus rationnels comparé à la situation, parce que, alors, il y en a beaucoup, je pense ici, là, qui vont commencer à dire que je suis un vendeur de peur, que je suis je sais plus comment on appelle ça, mais les mecs qui sont toujours bearish, etc. Mais quand on voit, hop, ici, et on va finir sur ça, quand on voit, alors, où il est ici, tac, l'inflation aux États-Unis. Donc, comme tu le vois ici, ce que tu vois, c'est les prix du pétrole avec le core inflation et également l'inflation aux États-Unis qui littéralement font que pump depuis que le pétrole du coup a explosé en février. Comme tu vois, on est passé d'une inflation à 2,5% ici à 3,8 aux États-Unis et un core CPI qui était maîtrisé ici à 2,5% qui est remonté à 2,8%. En plus de ça, je te parle même pas des PPI, etc., qui eux sont en train du coup d'exploser. Hein. On voit les PPI ici en year on year qui sont à 6%. Ok, donc c'est les stats que j'avais parlé il y a une vingtaine de minutes, où on a l'inflation des producteurs qui sont à 6%. Et en monthly, on a pété à 1,4%. Il n'y a aucun monde où
on est logique de voir un SP500 qui est à des niveaux comme ça. Donc c'est pour cela que moi, pour moi, si on break, tac tac tac, il est où? Cette zone d'intérêt ici, en tout cas, enfin cette zone, parce que c'est vraiment le dernier gros low, et encore, hein, pour moi, on pourrait parler de celui-là, mais rien qu'on a cassé la traîne, pour moi, c'est déjà flagrant. Mais pour moi, tu vois, si on arrive, hop, on va le tracer rapidement. Tu vois, pour moi, on break cette zone, tu vois, c'est ciao. D'ailleurs, je pourrais même enlever cette zone vu qu'elle sert plus à rien. Pour moi, voilà, vraiment, si on vient break cette zone, là, il y a un beau short à aller chercher sur l'SP500. Maintenant, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire sur l'SP500, les gars. Moi, pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des ventes sur le SP500. Maintenant, bon, actuellement, est-ce que tu as envie de shorter un actif qui, même si l'inflation est à 6%, ce que tu veux, machin, est-ce que tu as envie de vendre un actif qui fait des SATH sur ATH, même si tu as l'inflation producteur à 6%, même si tu as l'inflation consommateur qui est à 2,8%, enfin, le pétrole à 110, enfin, pour moi, c'est l'unir ce qu'on voit sur l'SP500, mais c'est normal parce que c'est tiré par l'IA. Et pour finir, je regarde un petit peu le pétrole de loin. Alors quand je dis que je regarde le pétrole de loin, je regarde le pétrole plus en mode pour analyser fondamentalement et me dire que voilà, qu'est-ce qui peut se passer si le prix du pétrole atteint tel niveau, etc. Maintenant, pour trader le pétrole, actuellement, bah, comme tu vois ici, tu vois, tu as une zone intéressante, tu vois. Par exemple, ici, tu arrives ici, voilà, tu as un petit retracement sur les 50% de Fibonacci. Pam, tu mets ton long ici, et c'est en dessous du dernier lot. Tu targetes le haut de la trendline. C'est un trade qui est viable, tu vois. Maintenant, est-ce que j'ai forcément envie de parier, entre guillemets, sur le conflit géopolitique actuel? Bah, évidemment que non. Tu vois, on a Trump qui veut, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut faire. L'Iran qui un jour veut se soumettre, un jour ne se soumet pas, enfin, c'est pas qu'est-ce qu'ils veulent. T'as Israël qui a la haine contre l'Iran depuis la nuit des temps et qui veut les atomiser. Enfin, dans tous les cas, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que je peux manager mes risques et que je manage mes risques selon la direction qui est logique. Là, les marchés, ils n'en ont rien à cirer maintenant de la guerre, enfin, entre guillemets, dans le sens où maintenant, le marché veut se concentrer là où il y a des rendements, là où on peut avoir le plus de sécurité possible. Et c'est pour ça que du coup, comme vous l'avez compris, ben, j'ai un trade sur HOT-CHF parce que l'AED, du coup, enfin l'Australie et l'économie qui les livre le plus de pourcentage d'intérêt. Donc voilà, donc comme je disais ici, voilà, comme je l'ai expliqué, l'Australie a des taux d'intérêt à 4,1%, là où le CHF on a 0%. Donc est-ce que quand tu vois la situation actuelle, la situation inflationniste, est-ce que tu as envie d'avoir ton argent en CHF? Ben pas réellement, tu as plutôt envie d'avoir là où les taux d'intérêt sont les plus élevés et le meilleur candidat à cette réponse, c'est l'AED. Donc sur ce les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était un peu plus longue que d'habitude. D'habitude on est sur des vidéos pardon, de 20 minutes, etc. Maintenant voilà, c'est plus pour vraiment que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé parce que ça a été vraiment une semaine vraiment que de management. Ça a vraiment été chiant pour moi parce que j'ai dû à chaque fois que des trades, comprendre la situation, remettre des trades, faire des add-ins. Maintenant je pense plus me calmer en cette fin de mois parce qu'on est en train d'arriver à la fin de mois, il reste à peu près 2 semaines avant la fin de mois. Mais comme vous le voyez au niveau de mon track record, pour l'instant, depuis avril, sur ce compte-là en tout cas, parce que évidemment j'ai un track record qui est depuis décembre où j'ai pas fait un seul mois négatif en trading. La seule raison de pourquoi je ne suis pas passé en profit, c'est comme vous l'avez dit dans une ancienne vidéo, qui est du coup la première vidéo de la chaîne, c'est que mon but c'est de réussir à long terme et pas à court terme. Donc même si j'ai des stratégies qui font 8%, 6% au mois, si elles sont trop volatiles, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je suis retenu sur une stratégie beaucoup plus chill, beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus, on va dire, prévisible au long terme. Et du coup, comme vous voyez à l'écran, on a quand même, je suis dans un moment entre guillemets stable sur mes performances, même si voilà, ça fait que 2 mois que j'ai ce challenge-là. Comme vous voyez, les pertes sont assez minimisées. La seule tâche sur mon track record, c'est ici, c'était USD-CHF où je me suis pris une claque sur USD-CHF, même si en soi, comparé à mes performances, en tout cas à mes gains, ça reste plus ou moins maîtrisé. Maintenant, on va voir comment on va finir ce mois de mai qui n'est pas encore fini. Comme vous voyez ici, tac tac tac, pour finir sur cette vidéo comme ça. Pour ce mois, on est actuellement à moins 0,8%, donc on va voir comment ça va se passer. Mais au moins, on est en train de remonter la pente petit à petit. Je suis en train, en tout cas, de voir le bout du tunnel par rapport à la situation petit à petit, et ce qui me permet du coup de me conforter dans l'idée de garder ce genre de position, notamment IDCHF, et quand bien même je me fais SL,
c'est pas très grave. Au pire des cas, je reprendrai d'autres positions plus tard en fin de mois, ou alors bah, on finira le mois en négatif. Et c'est pas grave parce que le plus important en trading, les gars, c'est pas de gagner tous les mois, c'est juste d'être rentable à la fin de l'année et toute ta vie, tout simplement. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo de ce Bull Public. Allez, ciao ciao.